quand on parle d'informatique, eh bien, on est toujours astreint à se connecter avec l'extérieur. Tout le monde a entendu parler d'Internet, de toutes les possibilités, modem, fax, et tout ceci, on va peut-être en faire un petit bout d'explication, Bernard. Oui, on va essayer de faire le tout. Je dirais le plus facile, c'est une fois qu'on est en mesure de se connecter à un serveur. Alors, évidemment, là, on a le plaisir de bouger, d'arriver à consulter des informations en ligne, d'obtenir des éléments concernant les installations. Mais la base, c'est au départ de configurer son ordinateur pour que cela puisse fonctionner. Alors, un modem, physiquement, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ça peut se présenter de deux manières. On a ce qu'on appelle le modem interne, donc on va le mettre à l'intérieur d'une machine, ou le modem externe, et alors là c'est un boîtier qui est quelque part à côté. Alors modem interne, ça se présente de cette manière, c'est donc une carte. Donc ceci est une carte modem, c'est ce qu'on appelle les cartes internes. Une fois que c'est mis à l'intérieur du PC, je dirais il n'y a plus rien à faire comme intervention sur la carte elle-même. Par contre, lorsque l'on est en communication, il est clair que si on a un problème avec la carte ou la ligne, on ne peut pas s'en rendre compte, il n'y a pas de visualisation. Alors qu'on le verra après qu'un modem extérieur, il y a un tas de petites lumières qui peuvent clignoter, qui souvent sont source d'indication, soit si la communication se déroule bien, soit s'il y a des problèmes. En ce qui fait, je dirais, le type de carte PC, c'est ce genre de connecteur qu'on retrouve à peu près sur la majorité des cartes. Et puis au dos, on a les connexions, c'est-à-dire qu'ici, vous ferez arriver la ligne téléphonique, telle qu'elle arrive usuellement sur un combiné. Et puis comme on n'a qu'une seule arrivée dans un appartement, usuellement ici on peut brancher le téléphone, ce qui veut dire que la ligne passe une fois dans la carte, elle sort et elle va sur votre combiné téléphonique. Donc on peut continuer à utiliser son téléphone tout à fait normalement. Puis ici cette carte, elle a juste une petite particularité, on pourrait brancher un scanner ici, mais en général c'est pas le cas sur la majorité des cartes modernes. Ça c'est pour le modèle interne. Le modèle externe, c'est une boîte, tout simplement. Les formes évidemment, les couleurs vont varier. Ici devant, on voit toute une série de lettres. Ces lettres correspondent à différentes informations concernant la transmission, c'est-à-dire si on a une ligne, si l'on a une tonalité quand on enclenche la ligne, et puis les échanges d'informations, c'est-à-dire ce que l'on transmet sur la ligne et ce que l'on reçoit. On voit un clignotement qui sera alterné, on aura l'occasion de le voir quand le modem sera en fonction. Et puis derrière, on retrouve le même type de connecteur, toujours pour la ligne téléphonique, brancher un combiné téléphonique. Par contre, il y a une petite différence. Comme cette fois-ci, nous sommes avec un boîtier extérieur, il faudra le relier au PC. Et ça va se faire par l'intermédiaire de cette broche qui comporte 25 connecteurs. Et puis là, l'arrivée pour l'alimentation électrique. Sur la carte, on n'a pas besoin de ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'au travers de ces petits éléments de connexion qu'on voit ici, on envoie du courant pour alimenter la carte et on envoie tous les signaux qui usuellement passent dans cette petite broche quand le boîtier est externe. Alors maintenant, la grande opération, eh bien, c'est de mettre soit la carte dans un ordinateur, soit de connecter ce boîtier extérieur pour que les choses puissent enfin fonctionner, qu'on soit en même de se connecter à un serveur quelconque. Alors là, on a le PC. C'est la petite boîte que tout le monde connaît. Elle peut se présenter comme ça. C'est ce qu'on appelle le PC de bureau. Il est à plat. Soit parfois on les appelle tower ou mini tower, donc elles vont simplement être en hauteur. Il faut ouvrir la boîte pour accéder à la possibilité d'ajouter des cartes, de mettre d'autres éléments. Il n'y a pas que le modem. Une fois qu'on a ouvert une machine, on pourrait rajouter un disque dur, on pourrait rajouter un lecteur de CD-ROM, changer les lecteurs de disquettes, etc. Alors la première étape, c'est en général au dos que ça se passe. Il y a entre 3 et 5 vis, ça va dépendre des appareils, mais elles sont souvent de côté parce que ce sont des tôles en forme de V et on les maintient, 3 vis suffisent. Et ce qu'on voit déjà là, évidemment, c'est les connecteurs usuels pour mettre le clavier, la souris, raccorder l'écran, les arrivées électriques. Alors on a déjà retiré les vis, on va retirer le capot de la machine. En définitive, dans la majorité des cas, c'est pas sorcier. Et on va se rendre compte que, comme tout appareil électrique, c'est un appareil qui a tendance à prendre la poussière. Et voilà l'intérieur de la machine. Alors ça a l'air un petit peu comme ça, barbare et bizarre, mais en fait c'est relativement simple. La grande carte qu'on voit ici au fond du panier, c'est ce qu'on appelle la carte mère. Ici chez ce constructeur, pour faciliter l'évolution des appareils, il y a une deuxième carte qui contient un processeur. Le processeur, c'est cette grosse bête marquée Intel. Sur d'autres machines, il est directement sur la grande carte. Ici, ces espèces de petits peignes, ce sont les connecteurs dans lesquels on peut mettre des cartes supplémentaires, notamment par exemple une carte modem.
Et les petites barrettes qu'on voit ici, c'est parmi les choses les plus précieuses de la machine, ce sont les barrettes de mémoire. Pour le reste, ici c'est un transformateur qui fournit l'alimentation. La boîte qui est là, c'est le disque dur de la machine. Et ce qu'on voit ici par-dessus, c'est un des lecteurs de disquettes. Et puis toute cette filasserie qui permet de raccorder les appareils entre eux. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reposer la machine et on va aller mettre la carte modem à l'intérieur. Alors pour installer la carte à l'intérieur de l'ordinateur, il faudra utiliser ce qu'on appelle un slot, c'est-à-dire ces petits peignes ici qui soient libres. La forme de ces slots en général correspond à la forme des cartes, si on fait bien attention. Comme par hasard, il y a un dégagement et les séries de connecteurs. On trouve plusieurs types de slots à l'heure actuelle dans l'informatique. Les anciennes machines comportaient des slots qui étaient plus petits, c'est-à-dire qu'ils étaient aussi longs que ça. Ça, c'est la deuxième génération. Et maintenant, il y a la nouvelle génération qu'on appelle PCI, où le connecteur est encore un peu plus long et plus fin, mais en général ça ne concerne pas ce type de carte. Alors pour le mettre en place, il faut retirer les petites plaques de protection, qui sont des petites plaques métalliques qui tiennent avec une vis, et on va les mettre la carte à l'intérieur. Quand on prend la carte, on la prend avec délicatesse, on évite de toucher les puces pour ne pas poser de problème, et dans la mesure du possible ne pas toucher les contacts. Le gras des doigts ou la transpiration peut faire que l'on altère les contacts. Donc on essaie de la tenir comme ça, du mieux qu'on peut. Et c'est là qu'on se rend compte que dans un ordinateur, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre les mains. Donc on essaie de se montrer relativement agile. On fixe la carte, on regarde que tous les connecteurs soient bien au bon endroit pour ne pas forcer. Et une fois que c'est bon, on appuie fermement sur la carte et là elle rentre. Et à partir de là, on va mettre la vis pour la tenir, la rendre solidaire. Là aussi c'est un exercice relativement périlleux parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les doigts, pour le tournevis. Et plus d'une fois, on perd la vis à l'intérieur de la machine. Il faut évidemment être conscient que lorsque l'on procède à une telle opération, votre machine doit être entièrement déconnectée. Du secteur, vous devez avoir retiré le clavier, retiré la souris, le connecteur écran. Donc il n'y a plus aucun câble qui est solidaire de la machine. Et donc, le connecteur là, être hors tension. Hors tension, bien sûr. Ce qui veut dire qu'on ne risque pas d'avoir de l'électricité statique en mettant les mains sur une carte ou en allant toucher un composant, de prendre un petit coup dans les mains parce que le châssis lui-même est à la terre, donc parfois s'il est encore raccordé sur le secteur, ça peut poser des problèmes. Donc la machine doit être entièrement déconnectée de tout. Et là, maintenant qu'on a mis la carte, on va pouvoir refermer l'ordinateur et essayer de faire quelques essais. Bien, maintenant qu'on a installé la carte modem, on va pouvoir refermer le PC. Logiquement, quand on fait des essais, on a plutôt tendance à laisser le PC ouvert et puis procéder aux essais. Mais en fait, ici, cette carte n'a pas besoin d'être configurée de manière mécanique. On va le faire avec le logiciel de gestion de la carte modem, donc on peut déjà essayer de refermer le capot. Enfin, d'essayer, vous avez vu, ça ne glisse pas toujours quand on le veut ou quand on le souhaite. Alors maintenant, on peut voir la carte que l'on a rajoutée. Il y a l'aspect avec les deux connecteurs, là pour la ligne téléphonique, l'autre pour aller mettre le combiné téléphonique. Donc on n'utilise qu'une ligne, mais on a quand même mis un appareil supplémentaire sur la ligne. Et si on utilisait un boîtier extérieur, là on aurait un autre type de connexion. C'est un cadre de ce genre où là on a une grande fiche qui comporte 25 broches. C'est celle qui en général est mise sur le modem. Sur l'ordinateur qu'on utilise ici, on a une petite fiche, elle comporte 9 broches et elle va sur un port série qui s'appelle COM1 ou COM2. Si jamais on avait une connexion différente sur le PC, ce qui peut arriver selon les modèles, il faudrait trouver un convertisseur qui permettra de passer de 9 broches à 25 broches. Ça se présente comme ça, c'est une petite boîte qui vaut, je dirais pas une fortune, mais ça se vend cher, ce genre de petites choses. Et ça permet de faire face au type de câble, au type de connecteur que l'on aura entre le modem et le PC. Là, on va remettre tous les câbles en place parce que c'est pas évident. Pour que ça fonctionne, on a dû tout retirer tout à l'heure par mesure de sécurité. Et la première des choses qui va se connecter, eh bien, ce sera le clavier. Le clavier, le câble, voilà, ça c'est le câble du clavier. Alors là, on le met en place. C'est une fiche DIN, elle a 5 broches, comme on avait dans le temps pour certaines connexions en haute fidélité. Mais malheureusement, c'est pas la seule qui existe. Des constructeurs ont adopté des fiches plus petites, comme celle-ci. On dirait presque une fiche énorme et une microfiche, et pourtant toutes les deux servent à connecter un clavier. Les petites fiches, on les retrouve sur les IBM ou sur les Apple en général. Là, on va remettre tranquillement le clavier. Là, on a les deux connecteurs en 9 broches pour les connexions série, comme 1 et comme 2. Et puis, on va peut-être mettre le câble de série, parce qu'en fait, comme on a mis un modem interne, on pourra faire des essais avec un modem extérieur. Voilà, là, c'est la fiche. Elle est donc femelle, elle, on la met et hop.
C'est parti, on a une connexion stérique qui est opérationnelle. Le plus grand connecteur qui lui a 20 broches, qui est femelle sur le châssis du PC, c'est pour l'imprimante. Alors là, bon, je suis un peu court avec mes câbles. C'est encore une nouvelle fiche. Mon Dieu que l'informatique, finalement, c'est pas évident. D'un côté, le 25 broches et de l'autre côté, des fiches américaines, type RJ11. Et là, c'est un connecteur d'imprimante un peu particulier. Il va permettre de partager une imprimante. C'est-à-dire qu'on pourra mettre plusieurs PC qui utilisent une même imprimante. Ça, c'est le connecteur pour l'écran. Il comporte 15 broches. C'est la génération VGA. Avant, c'était des connecteurs à 9 broches. Et là, ça devenait effectivement parfois un peu plus ardu pour s'y retrouver. Là, c'est de nouveau trop court. Finalement, c'est vachement pratique, hein, l'informatique. Ça, c'est donc le connecteur pour la souris. Elle ressemble étrangement à la connexion pour le clavier qu'on a vu tout à l'heure. Là, on va mettre une connexion pour le réseau. C'est pour partager plusieurs PC entre eux. Et puis là, on a les connexions secteurs. Alors une fois qu'on a installé la carte, il reste, je dirais pas le plus important, mais en tout cas une partie assez essentielle, c'est de faire reconnaître la carte par le système. Usuellement quand vous achetez un modem, on va vous vendre un logiciel avec celui-ci qui vous permettra d'indiquer à la machine comment elle doit travailler pour savoir où est le modem. En général ça s'appelle Setup parce que souvent ce sont des programmes qui sont en anglais, il en existe quelques-uns en français, fort heureusement. Setup veut dire réglage de base quelque part. Donc on se lance dans la machine. Elle demande toujours une petite confirmation et puis après, eh bien, vous avez un menu. Là, il n'y a pas de miracle, vous devrez lire votre mode d'emploi. Ne croyez pas qu'on peut faire ça juste à l'écran en essayant de s'amuser. Une fois qu'on a l'habitude, on a l'impression que ça va très vite. Et là, il y aura toute une série de questions auxquelles vous devrez répondre. Les paramètres qui sont demandés par défaut par le système ne sont pas obligatoirement les paramètres que nous utilisons en Suisse ou en Europe pour établir des liaisons téléphoniques. L'élément le plus important que l'on doit se rappeler, c'est ce qu'on appelle le port de communication. En général, sur l'ordinateur, il y en a deux qui sont extérieurs. C'est les petits connecteurs à 9 broches que l'on a vus. Mais dès qu'on rajoute une carte à l'intérieur d'une machine, ça devient un troisième port. Et ça, il faut savoir l'indiquer à la machine. Sans ça, l'ordinateur, quand il va essayer d'établir la ligne téléphonique, il ne va pas trouver la carte. Donc, on ne pourra pas aller plus loin. Et ce serait quand même bien dommage. Alors maintenant que nous avons réglé tous nos paramètres pour pouvoir faire des connexions, je dirais on peut partir n'importe où dans le monde ou s'adresser à des sociétés qui, par le biais d'abonnement, vous proposent d'accéder à différents services d'information et Internet notamment, qui n'est finalement qu'une porte ouverte sur le monde. Alors l'un de ces fournisseurs d'informations qui a pignon sur rue en Suisse maintenant, c'est CompuServe, qui fournit un logiciel qui vous permet d'accéder à ces services et qui maintenant donne aussi une possibilité d'accès sur le système Internet. Alors Internet en fait c'est quoi? C'est un système assez impressionnant dans le sens où il y a énormément d'ordinateurs dans le monde qui sont connectés. Le bruit qu'on entend c'est la demande de ligne, ça fait des bruits un peu bizarres. Là on a juste fait la composition du numéro, puis après on va entendre un bruit qui est presque insupportable, qui est fait de crachotements et de souffles. C'est la ligne qui s'établit. Et ces petits buis qu'on entend, en fait, c'est les deux modems qui sont l'un ici dans notre machine, l'autre qui se trouve à Genève, qui dialoguent. Et une fois qu'ils ont dialogué, ils vont essayer de trouver la vitesse à laquelle ils vont travailler et de savoir quel type d'information on va leur transmettre. Et là, après, ce sera le principe du mot modem qui veut dire modulation, démodulation. Et chacun envoie son information, l'interprète la renvoie, confirme. Et à l'écran, ça se concrétise par différents petits dessins qui peuvent apparaître, par des éléments qui se construisent petit à petit, qui nous permettront de pouvoir travailler. Là, on voit juste la ligne téléphonique qui vous dit le temps qu'on va passer. Maintenant, on va essayer d'aller voir où est-ce qu'on en est. Là, on est sur une page d'Internet, en l'occurrence la page d'Internet qui est occupée par CompuServe. Et le grand problème d'Internet, c'est tous ces petits dessins. Au départ, c'est concrétisé juste par des petites formes, des petits traits. Et puis là, vous avez un dessin qui va se faire petit à petit, qui est purement graphique, évidemment. Et c'est ça qui fait que l'on passe énormément de temps en ligne avec Internet en attendant que ces fichus dessins soient complets. Le grand problème, c'est que si on veut que ça aille vite, ce n'est pas une ligne téléphonique normale qui peut vous le fournir. Ce sera plutôt des lignes spécialisées. Ou maintenant les lignes numériques que les PTT proposent aux abonnés, ce qu'on appelle le SwissNet chez nous, ou ISDN d'une manière générale dans le monde. Ce sont des lignes qui ont une vitesse de travail qui est bien plus importante et qui fait que cette page se dessinerait bien plus régulièrement et plus rapidement. Ici, on est sur la ligne téléphonique normale et le modem que l'on a ne nous permet pas effectivement d'aller très très vite. Donc c'est là qu'on perd un temps énorme avec Internet. Là, nous sommes dans l'après-midi.
Donc l'avantage pour nous, c'est qu'une bonne partie des États-Unis sont en train de dormir, ce qui fait que la liaison que l'on a fonctionne pas trop mal. Là, vous avez l'exemple type de ce genre d'image qui mettent quand même un bon moment à se faire. Mais quand on se connecte à Internet le soir, par exemple, alors là, c'est vrai qu'on peut passer entre 40 et 50 minutes pour charger correctement une page d'information avant de pouvoir accéder aux informations qui sont derrière. Donc votre porte-monnaie en prend un petit coup quand même, donc il faut être très attentif à ça. C'est comme le Minitel il y a quelques années, et pourtant ça c'est d'un graphisme bien plus évolué et des vitesses de travail qui sont déjà largement supérieures au Minitel, mais il y a encore beaucoup à faire. On peut imaginer qu'il y aura énormément de monde qui va se brancher sur Internet au moment des Jeux Olympiques. Au moment des Jeux Olympiques, quand il y a eu la remise des Oscars, les gens sont connectés parce qu'il y avait des éléments de la manifestation qui étaient retransmis en direct. Ça, on a vu le temps qu'on passe. Et puis surtout, ne pas considérer que l'information que l'on consulte est une information fiable à 100%. Il faut savoir faire le tri soi-même. Ça, c'est très important quelque part. Il y a un journal qu'on va sans doute pas trouver tout de suite là-dessus, ce sera l'AHA Journal. Alors l'AHA Journal n'est pas encore sur le web, Canal 29 non plus, au contraire de ce que les gens auraient pu croire en regardant notre journal à l'écran. Mais c'est vrai que dans un des prochains numéros de l'AHA Journal, les gens auront l'occasion de se rendre compte qu'on peut nous contacter par le biais de CompuServe. Canal 29 a une adresse, donc ça c'est pas un souci. Et puis en fait, je dirais maintenant, faites vos propres expériences, allez cliquer, voyagez un peu partout. Mais surveillez votre note de téléphone et regardez bien le type d'abonnement qu'on vous propose parce que parfois il y a peu de possibilités dans ce qui est offert et puis on se dit ah mais le prix est intéressant mais en contrepartie les services derrière sont assez limités donc il faut... Parce qu'à titre d'exemple, tu avais chargé hier en préparant cette émission. J'avais chargé des pages sur le web. Celle-ci c'est la page d'Antenne 2. Donc vous savez que TF1, Antenne 2 et FR3 ont leur site sur Internet. Alors pour charger cette page-là correctement à l'écran, en étant sur une ligne téléphonique normale, bien évidemment, on a mis 45 minutes. Donc elle était en couleur, ici elle est simplement sortie en noir et blanc pour l'exemple. Sortie sur une laser en noir et blanc, puis ça ne donne que la taille de ce que vous avez à l'écran. Donc 46 minutes ou 45 minutes pour charger ça. Puis ça en contrepartie, c'est une société qui fait des liaisons téléphoniques à prix compétitif, etc. Charger une page comme ça a mis 2 à 3 minutes. Donc on voit tout de suite la différence. C'est un problème de conception graphique. Si on veut vraiment enjoliver les choses, il est vrai qu'on passe un temps incroyable. On peut se relever la nuit pour en faire si on veut. Voilà. Et pendant ce temps-là, on ne regarde pas la télévision locale. Oui, disons on fait ça après les émissions de télévision. Conclusion ? En conclusion, l'informatique, ça nous a envahis. Le téléphone est un outil qu'on a appris à quasiment maîtriser. Maintenant, toujours par le biais du téléphone, on peut encore faire bien plus de choses, mais c'est une éternelle fuite en avant. Il faut des machines de plus en plus puissantes pour profiter pleinement de ce genre de serveur. Il faut des vitesses de travail sur les lignes téléphoniques qui ne sont pas encore à la portée de monsieur et madame tout le monde. Donc le phénomène Internet dont tout le monde parle, à mon avis, c'est un peu un ballon de baudruche pour l'instant. Et depuis 2 ans, ça devient la chose où on veut absolument aller voir. Et une fois qu'on s'est un petit peu confronté au problème, on se rend vite compte que ça devient un outil à usage professionnel. Et pour le particulier, s'il n'y a pas l'équipement, c'est vite saturant d'essayer de faire joujou avec ça.